Vous me connaissez, je suis devenu woke, et comme je suis devenu woke, j'écoute maintenant la parole des concernés. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les gens en bas de la pyramide des oppressions, ils ont forcément raison, ils savent forcément, comme ça c'est un pouvoir, je pense que ça vient des chakras ou un truc comme ça, faudrait demander à un zététicien un peu d'aller voir là-dedans, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai trouvé une concernée particulière, j'en avais déjà parlé sur la chaîne secondaire. Alors là, elle a la casquette bain voyant, non mais regardez la dégaine de Normie, droit tardé. Celle-là, là, Erga qu'elle s'appelle, 20 000 followers sur Insta, à peu près autant sur Twitter et YouTube. Elle essaie de percer depuis pas longtemps, elle a déjà eu ses petits buzz. Elle parle d'insécurité, elle tape sur les personnes trans, elle encourage les mecs à être des vrais bonhommes, et elle fait même des chansons, c'est incroyable. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Et depuis que j'en ai parlé, elle buzz parce que elle dit la vérité. Elle dit la vérité sur les femmes car c'est une femme. Bon, plus sérieusement, j'ai trouvé une autre concernée pour parler un peu des avis désastreux de cette Erga. Je vous demande d'accueillir aujourd'hui Dr Zoé. Alors Dr Zoé, on avait déjà parlé avec elle sur la chaîne secondaire et on va le faire régulièrement pour débriefer de sujets de féminisme ou de santé. Et aujourd'hui, du coup, on parle surtout féminisme. Et bonjour, moi aussi je suis une concernée et j'ai trouvé que le travail d'Erga était extrêmement intéressant. Ça m'a permis vraiment de comprendre des nouvelles choses sur le féminisme et je pense qu'on va pouvoir en parler ensemble, ça va être intéressant. Ouais, bon bah du coup on va commencer peut-être par le premier avis d'Erga, un avis assez intéressant, on parle des OQTF, on va se mater ça. Je suis féministe, donc bien sûr que je combats le patriarcat blanc, mais que je ferme bien ma gueule sur tous les viols commis par les OQTF. Bon du coup Zoé, t'en penses quoi de tout ça? J'imagine que tu combats que le patriarcat blanc, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment très centrée sur le patriarcat blanc. Non, plus sérieusement, je pense qu'il va quand même falloir qu'on fasse un petit peu le point sur de quoi on s'occupe en tant que féministe qui s'occupe des violences sexuelles. Et donc, on va commencer par un petit rappel de chiffres pour que Erga puisse un petit peu mieux comprendre la problématique et pourquoi on s'occupe de toutes les violences sexuelles et pas uniquement de celles qui concernent des gens qui ont un taux de mélanine élevé dans la peau. Ah mais moi, je pensais que c'était sérieuse, hein. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, pour les métis, comment est-ce qu'on fait parce qu'ils sont pas vraiment blancs, pas vraiment noirs. Du coup, je me disais peut-être qu'un métis sur deux, tu t'intéresses au viol et les autres, tu t'intéresses pas. La chance de choisir. Ce qu'on peut faire sinon, c'est une technique qui a été beaucoup utilisée en Allemagne dans les années 40, qui consiste à faire des arbres génétiques et à calculer des taux de pureté. On peut aussi mesurer les crânes, on peut mesurer les nez, enfin il y a plein de manières de savoir s'il faut s'occuper de ces violences sexuelles ou pas. Erga pourra nous en dire plus, je pense. Bon, plus sérieusement, on va parler de ce sujet de manière un petit peu carrée, parce que ça nécessite d'être un peu plus carré qu'Erga. Moi déjà, il va falloir me montrer des sources d'associations féministes qui revendiquent le fait de ne s'occuper que du patriarcat blanc. Donc, pour parler sérieusement de ce sujet et pour pouvoir éduquer un petit peu Erga et tous les gens qui regardent Erga, on va faire quelques chiffres rapides. En France, on estime 220 000 viols chaque année. Alors c'est toujours très compliqué de parler de la violence sexuelle parce que la particularité c'est qu'il y a une énorme sous-déclaration des violences et l'immense majorité ont lieu dans le cercle proche. Ce que vous voyez c'est que pour les 3/4, les gens sont des proches des victimes. 43% des viols c'est les conjoints, le reste c'est l'entourage proche et 1/4 sont des gens connus de vue ou des inconnus complets. Au niveau des plaintes déposées, alors il y a des chiffres qui sont variables du fait que on n'a pas beaucoup de données fiables. En tout cas, on estime que le taux de plainte, il est quelque part entre 6 et 15%. Ce qu'on peut dire du coup, c'est que les plaintes déposées, c'est la partie émergée de l'iceberg et que ce sont sur ces chiffres-là que se base en général l'extrême droite pour nous parler de la soi-disant réalité de la violence sexuelle qui serait le fait des étrangers. Alors qu'en réalité, la violence sexuelle en France, c'est globalement les pères, les maris, les tontons, les cousins, le voisin, le patron, le prêtre, le secrétaire général d'un média d'extrême droite. Si vraiment on devait sortir une caractéristique principale des gens qui font subir de la violence sexuelle à d'autres gens, c'est que ce sont des hommes, à 95-98%. Et globalement, tous les hommes, tous les types d'hommes peuvent agresser, les riches, les pauvres, les noirs, les blancs. Donc dans tout ce package-là, effectivement, vous allez trouver des étrangers. Mais vous allez trouver des bons Gaulois, bien de chez nous, bien comme il faut, bien comme il plaise à Erga, qui sont tout autant des bâtards que les autres en fait. En plus de ça, moi ce que je trouve au final dommage dans cette analyse de se focaliser sur une partie des agressions qui en plus se basent souvent pas sur des chiffres ou alors sur des chiffres très partiels, je pense qu'on en reparlera après, mais c'est justement pas de faire un travail très sérieux parce que quand elle parle de patriarcat blanc par exemple, on pourrait avoir une analyse intersectionnelle, c'est-à-dire de se dire quelles sont les agressions sexuelles spécifiques qu'on peut trouver dans telle culture, pas forcément inintéressant, tu vois, mais ils font même pas ce travail-là, c'est-à-dire que disent les étrangers, mais les étrangers c'est quoi? Entre quelqu'un
qui est des pays de l'Est, quelqu'un qui est du Maghreb, quelqu'un qui est d'Afrique, quelqu'un qui est un immigré intra-européen, enfin ça n'a pas trop de sens, on voit même pas trop de quoi il parle, et donc il n'y a même pas de scientificité là-dedans. Alors que tu pourrais arriver à définir peut-être que les étrangers, ils agressent plus par exemple dans la rue. Pourquoi? Bah peut-être parce qu'ils ont moins de chez eux, par exemple. Donc s'ils sont plus dans la rue, peut-être qu'ils agressent plus dans la rue. Il faut essayer de trouver les causes. Or, ils essaient jamais de trouver les causes parce que leur but c'est juste d'être raciste et de dire « Ah bah regardez, c'est quand même des étrangers ». Ouais, puisque tu peux te dire aussi, c'est que quand t'as à disposition ta femme, ta fille, ton employé, etc., qu'est-ce que tu vas aller te faire chier si t'as envie d'agresser quelqu'un, à aller chercher quelqu'un dans la rue? Quand t'es dans une position sociale installée, effectivement, tu te retrouves beaucoup moins à faire des agressions dans l'espace public. Moi, souvent, l'exemple que je donne, c'est Joël Le Squarnec, qui est un chirurgien viscéral qui est mis en examen pour des centaines de viols d'enfants. Un homme qui avait déjà été condamné pour détention d'images pornographiques. Ça n'a posé de problème à personne de le laisser continuer à travailler et d'être au contact d'enfants. Donc, il y a plus de 300 enfants victimes. Ce type-là, pendant toute sa carrière, il a agressé à répétition, il s'est jamais fait choper. Le moment où il s'est fait choper, c'est le moment où il était à la retraite, complètement marginalisé, et où du coup il s'est retrouvé à ne pas pouvoir agresser les enfants de sa famille, parce qu'il est aussi condamné pour agression sur ses nièces, ou les enfants qui étaient ses patients, parce qu'en fait il avait des gosses à disposition à cette époque. Quand il s'est retrouvé à la retraite marginalisé, il est allé agresser des enfants hors de son cercle de pouvoir. Et là, c'est là qu'il s'est fait toper, c'est quand il a agressé sa petite voisine en fait. Et je trouve que c'est un très bon exemple pour parler de ça. Les mecs qui sont bien installés dans la société, on les chope beaucoup moins, parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans l'espace public pour agresser, ils ont des victimes à disposition. Et encore une fois, moi ce que je trouve regrettable là-dedans, c'est que bon déjà c'est un avis qui est basé sur du racisme, mais en plus c'est même pas un avis qu'on pourrait débattre où elle apporte des travaux, tu vois. Erga, elle arrive, elle se plaint d'un truc qu'elle a vu comme ça sur F de souche, elle a recoupé aucune source, elle comprend même pas vraiment le phénomène, mais elle dit « Regardez, il y a des agressions par des étrangers ». On pourrait dire il y a des agressions par des Saintongeais, par des Rochelais, par des Marseillais, par des Lyonnais, par ce que tu veux. Ça vaut pas grand-chose. Je veux dire, si tu montres pas les causes de ça, pourquoi ça se passe comme ça. Or, l'extrême droite l'apporte jamais. Ce qui fait que du coup, même pour faire du debunk, c'est compliqué parce que ça se basait sur rien en fait. C'est basé sur un vieux ressenti comme ça. Et c'est à toi d'apporter des chiffres et de même pas débunk leurs chiffres parce qu'il y en a pas en fait, il y a rien. Alors, ils ont une source de chiffres, on en parlera peut-être un peu plus tard, ils ont Marc Vanguard. Le type qui fait des graphes avec une colorimétrie, bon, chacun ses goûts, moi je la trouve un peu douteuse, qui prend les chiffres des plaintes déposées, donc on a expliqué pourquoi prendre les chiffres des plaintes déposées et encore plus les chiffres des condamnations, ça pose pas de problème parce qu'en fait ça fait ce qu'on appelle en science un biais de sélection. On se base sur un échantillon pour parler d'un problème global, sauf qu'en fait l'échantillon n'est pas représentatif du problème global. Il se base beaucoup sur ces chiffres-là et comme ils travaillent pas énormément, je suis désolée de le dire mais c'est une réalité, du coup ils ont que ces chiffres-là. Moi j'ai d'autres chiffres, et d'ailleurs je vais leur sortir des vrais chiffres de l'INSEE et tout ça, qui s'ils étaient interprétés d'une manière un peu teubée, comme ils sont un peu habitués à le faire, pourraient en plus être utilisés par eux. C'est là qu'on voit qu'ils travaillent même pas, parce qu'ils vont même pas chercher les chiffres existants qui pourraient servir leur discours. En plus, ça, c'est un biais assez évident. Moi, j'ai envie de prendre un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Sur les biais des déclarations, c'est qu'en fait, c'est vraiment des populations spécifiques qui déclarent, qui portent plainte. Et si on prend la santé, comme c'est ton job et le mien aussi, je sais moi que quand t'as un patient de 45 ans, homme de campagne, qui vient à l'hôpital, ça veut dire que il y a plus de chances qu'il y ait quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se plaignent pas. Et du coup, si on faisait des statistiques sur les gens qui viennent à l'hôpital, on dirait « Ah bah les gens de 45 ans de campagne, les hommes, se font moins d'entorses par exemple. » Alors que c'est pas le cas, en fait, c'est juste qu'ils se font des entorses, mais qu'ils ne consultent pas quand ils font des entorses, pour tout un tas de raisons sociologiques, parfois, je sais pas, la masculinité, ou un rapport comme ça à la douleur, ils se plaignent pas, machin. Et si tu fais juste ça, en fait, du coup, t'es totalement biaisé, et eux, c'est ce qu'ils font avec les plaintes, c'est-à-dire, ils disent, ah bah regardez, les personnes qui se plaignent, c'est ces personnes-là, elles se plaignent de ce type de personnes-là, alors qu'en fait, bah oui, quand t'es face à ton anesthésiste pédiatre qui a violé ton gamin, peut-être que tu vas moins porter plainte parce que, tu te dis que c'est pas possible que quelqu'un d'aussi haut dans la société ait violé ton gamin, donc, du coup, tu peux faire douter ton gamin, puis tu te dis, ouais, je vais peut-être pas gagner mon procès parce que le gars, il va avoir des bons avocats et tout, alors que quand c'est par un migrant clandestin, tu te dis, bah c'est possible qu'il soit fait violer mon gamin par ce migrant clandestin, et je vais gagner facilement mon procès, donc t'as plus de chances à aller déposer plainte, quoi. Et t'as encore plus ce truc-là dans le cercle proche, quand le mec qui t'a violé, c'est ton mari. T'es dépendante financièrement de lui, c'est le père de tes gosses, il peut potentiellement te buter. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons qui font qu'aller porter plainte contre son mari, même s'il t'a violé, c'est beaucoup plus compliqué qu'aller porter plainte contre un inconnu. Alors, il y a à la fois, il peut te buter, mais j'ai même vu des meufs qui disaient bon, je me suis fait violer par je sais pas qui, mon mari ou mon ex-mari, tu vois,
mais je veux pas le foutre dans la merde parce que c'est le père de mes enfants. Parce que t'as aussi ça. Et du coup, ces meufs-là, elles se retrouvent dans une position qui est très compliquée, quoi. Parce que si elles le font 5 ans après, on va dire, ah, pourquoi vous l'avez pas fait? En plus, les flics, ils comprennent pas grand-chose, souvent. Ouais, et puis on rappelle qu'une partie importante des femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, elles avaient déjà porté plainte. Donc en fait, c'est même pas protecteur. Elles ont sincèrement raison d'avoir peur de se faire buter si elles vont porter plainte, objectivement. Alors c'est bien beau tout ça, mais Erga, par la suite, elle soulève quelque chose de très important, dont les féministes ne parlent jamais, où on voit qu'elles sont un petit peu fébriles, on va dire, à parler de tout ça. Je suis féministe, donc bien sûr que je soutiens le Hamas, qui est juste un mouvement de résistance. Et les viols et les bébés brûlés? Coupé. Bon, sur ça, je sais pas si on avait déjà parlé sur cette chaîne, en tout cas on en avait parlé sur Pas du Stream, et je vous invite à aller voir le fil du camarade Lex Saint-Piri qui parle un peu des viols commis par le Hamas. C'est plus compliqué que ce qu'on nous a présenté, c'est-à-dire qu'il semble qu'il y a eu des viols, mais il semble par contre que c'était pas une technique de guerre, ou en tout cas qu'il n'y a pas de preuve que c'était une technique de guerre voulue par les dirigeants du Hamas pourquoi je dis Hamas comme Raphaël Antovenir Abim Hamas. Donc on se retrouve encore une fois sur un propos d'Erga qui est assez peu documenté et qui est de la pure instrumentalisation, c'est-à-dire que les viols qui l'intéressent, c'est les viols des Arabes en gros, hein, parce que les Palestiniens et le Hamas, c'est des Arabes. Pourquoi je dis encore le Hamas, c'est un peu bizarre. Alors que un des viols de guerre, il y en a dans toutes les guerres, et en plus de ça, bah, c'est des crimes atroces, et moi je suis d'accord pour dire tous les morts civiles, tous les viols, ce qu'il y a pu avoir le 7 octobre, et après, c'est abominable. Donc je vois pas trop l'intérêt de dire ça, de faire comme s'il y avait un 2 poids 2 mesures, sachant que j'ai vu aucune association féministe qui a fermé les yeux sur ce qui s'est passé le 7 octobre en disant que c'était très bien. Juste, nous, à gauche, on a tendance à remettre ça dans la perspective coloniale dont on a déjà parlé sur cette chaîne, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça aboutit à ça, notamment le fait que les Israéliens violent des Palestiniennes à tout va aussi, dans des plus grandes proportions encore aujourd'hui. Il y a eu des enquêtes là-dessus, hein, parce que Aurore Berger, elle avait annoncé début 2024 qu'elle allait supprimer les subventions aux associations féministes qui ne s'étaient pas positionnées comme il fallait sur les violences faites aux femmes pendant le 7 octobre. En fait, l'instrumentalisation des crimes de guerre qui ont été commis pendant le 7 octobre, pour remettre en cause les luttes féministes, elle dure depuis que cet événement a lieu. Ça a été le cas quand des associations sionistes avec un service d'ordre qui ressemblait un petit peu au service d'ordre du GUD, on va le dire tranquillement, qui se sont pointés dans des manifs féministes en brutalisant les manifestantes. C'est ce qu'on appelle le pinkwashing, c'est-à-dire l'utilisation des luttes féministes pour servir un autre agenda, qui n'est pas l'agenda des droits des femmes, mais qui est en général un agenda d'extrême droite, un agenda raciste. Quand on nous dit que par exemple les LGBT, ils sont pas bien traités en Palestine, ce qui est en plus de ça est le cas, le problème des LGBT aujourd'hui c'est de se prendre des bombes sur la gueule et de finir potentiellement tués. C'est d'abord ça avant d'être la religion ou je sais pas trop quoi en Palestine, même si on peut aussi le questionner évidemment. C'est toujours facile de dire ça quand en plus de ça on dit ça sur des chaînes de télé ou dans des partis qui sont homophobes, qui sont LGBT-ophobes, qui nous expliquent que le wokisme, les transsexuels dirigent la société ou je sais pas quoi, parce que c'est les mêmes personnes qui disent ah ben regardez, les LGBT ils peuvent pas bien vivre à Gaza, et quand il y a la Pride par exemple, ils sont en sueur en disant que c'est honteux, que je sais pas quoi, que nos enfants... Ouh là là, c'est la décadence. Que fait-on à nos enfants, nos pauvres enfants à qui des drag queens viennent apprendre à se masturber en classe de petite section, n'est-ce pas? Et d'ailleurs elle dit ça avec les bébés brûlés, Erga, qui en plus, si c'est les bébés dans les fours, ça c'était une fake news, mais je l'ai pas vu par exemple parler du gars là avec son enfant décapité pendant l'offensive à Rafah par exemple, ou tous les bébés brûlés qui ont été brûlés par des bombes depuis le 7 octobre. Le problème qu'on a aussi pour savoir le vrai du faux avec les crimes de guerre qui ont été commis le 7 octobre, c'est que Israël s'oppose à des enquêtes indépendantes qui permettraient de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Le thread de Lex Saint-Piri, je vous le conseille vraiment parce qu'il explique bien en plus comment les premiers arrivés sur les lieux des massacres étaient une association extrêmement partiale qui a bougé des choses sur les scènes de crime, qui a modifié les scènes de crime de fait. Et du coup, les enquêtes sont encore plus compliquées. Les choses n'ont pas été faites dans les règles et elles continuent à ne pas être faites dans les règles. S'il n'y a pas d'enquête indépendante, c'est Israël qui refuse de les faire. J'ai aucun problème à dire que je condamne toutes les violences sexuelles qui sont faites dans tous les conflits, de quelque côté que ce soit. Donc,
Les massacres de civils, moi, j'y suis pas favorable. Les viols de femmes, je n'y suis évidemment pas favorable. Les viols d'hommes et d'enfants non plus, d'ailleurs. Le fait qu'il y ait des viols qui soient perpétrés dans des conflits, c'est un grand classique. Il y a des histoires qu'on connaît très bien. Il y a certains conflits dans lesquels le viol a vraiment été une stratégie décidée par l'état-major, une guerre qui se mène sur le terrain guerrier, mais aussi sur le corps des femmes, qui est une manière d'atteindre les hommes de la communauté, d'atteindre les femmes. C'est un truc de prise de possession totale, en fait, d'aller violer les femmes d'une communauté. Au Rwanda, par exemple, pendant le génocide du Rwanda, on sait que c'était une technique généralisée des Hutus sur les Tutsis pour asseoir la domination, la violence et la violence génocidaire. Une femme était ministre de la promotion féminine et de la famille pendant le génocide. Cette femme était la seule femme à avoir été condamnée par la justice pénale internationale pour crime de génocide. Elle s'appelle Pauline Nyiramasuko. Elle était donc ministre de la promotion féminine et de la famille. Elle a été reconnue notamment coupable de génocide parce qu'elle était ministre, elle a encouragé au massacre, etc., mais également d'incitation au viol. Et d'incitation de son propre fils, qui lui-même était un milicien, à violer les femmes Tutsis. On sait aussi que dans plein de conflits, il y a eu des viols de masse. Ce qui est très connu, c'est le viol des femmes allemandes au moment de l'avancée des troupes soviétiques. Il y a eu des milliers et des milliers de viols commis par les soldats soviétiques. Il y a des choses dont on parle un petit peu moins, par exemple le viol de femmes françaises par des soldats américains. C'est ce que j'allais dire, parce que souvent il y a eu cette propagande anti-soviétique qui était vraie, c'est-à-dire de dire que les soviétiques avaient violé les allemandes, mais on n'a pas dit que dans le cas aussi inverse, les américains ont violé les françaises et les allemandes aussi. Et en fait, les deux troupes ont violé les femmes en avançant. Globalement, quand on prend un groupe d'hommes armés qui ont le droit de faire du mal parce qu'ils sont dans une ambiance de guerre, ils violent des femmes. À qui on donne des drogues en plus, des fois, qui peuvent être des excitants ou des trucs, à qui on dit parfois de le faire aussi, tu vois, donc forcément ça aide pas. Oui. Il y a un épisode des viols de guerre aussi qu'on connaît mal, et pourtant ça serait important qu'on le connaisse un peu mieux parce que ça fait partie de notre histoire en France, c'est les viols de guerre commis pendant la guerre d'Algérie. On vous mettra en description un article qui parle de ça. Moi je me suis intéressée à ce sujet quand la fille et la petite fille d'un de mes patients sont venus me parler en me disant que mon patient qui commençait à être un petit peu dément, qui avait fait la guerre d'Algérie, du fait de la démence commençait à être un peu désinhibé. Il n'avait jamais parlé de son expérience de guerre avant, comme beaucoup d'appelés en Algérie, parce qu'il y a le traumatisme, il y a tout ça. Et en fait, il s'est mis à raconter les viols de guerre qu'il commettait dans les villages algériens, avec des détails sordides, le fait qu'il y avait des enfants dans les victimes, enfin voilà, des trucs horribles. Et bien sûr, pour la famille de cette personne, c'était très dur à entendre, évidemment, parce que, et c'est important de le rappeler, en fait, c'est des types normaux qu'on fait ça. C'est pas des monstres, c'est des petits gars de la campagne qu'on balançait à 20 ans, tu te mets dans une ambiance, tu deviens d'un coup un soldat d'armée coloniale, avec toute l'ambiance qu'il y a autour, avec tous les repères moraux qui sautent, en fait, et tu te mets à avoir un droit sur le corps des autres. Et donc, il y a eu assez massivement des viols qui ont été perpétrés sur les femmes algériennes, et c'est pas mal documenté. Les viols pouvaient avoir lieu partout, à l'intérieur des mechtas, à l'extérieur, sur le terrain, dans les cantonnements des militaires, dans les prisons, dans les gendarmeries. Les viols pouvaient avoir lieu partout, et les viols pouvaient avoir lieu n'importe quand. Et de savoir que ces viols n'étaient jamais punis, sauf exception. Les femmes algériennes font pourtant tout pour échapper aux soldats. Quand ils approchent du village, elles se rassemblent, prennent leurs enfants contre elles. Certaines se couvrent même de bousses de vache pour dégoûter l'agresseur. Mais ces techniques ne suffisent pas toujours. Il se trouve, on en a des données aussi, qu'il y a eu aussi des viols de femmes pieds noirs par des combattants algériens. En fait, globalement, tout le monde a violé, des hommes qui violent des femmes, en grande partie. Et par contre, la masse des viols est plus importante du côté de l'armée qui a le plus de pouvoir. Et l'armée qui a le plus de pouvoir à ce moment-là, c'était l'armée coloniale française. Et c'est pareil dans le cadre du conflit actuel en Palestine. Il y a déjà des témoignages de femmes palestiniennes qui sont emprisonnées, qui sont prises en otage. Moi j'appelle ça prise en otage parce que souvent elles sont emprisonnées sans jugement. Donc bon, entre prisonniers sans jugement, quand c'est pour Israël on dit que c'est un prisonnier, et puis quand c'est des Palestiniens qui prennent un Israélien comme ça on dit que c'est un otage. Donc qui sont prises en otage, qui sont violentées au niveau sexuel. Et puis on a aussi pu voir des photos de soldats israéliens qui exposaient en gros de la lingerie, parce qu'ils allaient dans des maisons comme ça, où je sais pas trop s'ils ont tué les gens, s'ils ont violé les gens et tout, et puis ils s'exposent avec la lingerie des femmes palestiniennes, parfois avec des messages comme ça pour montrer en fait aux hommes qu'ils ont violé leurs femmes ou des trucs du genre.
Enfin, c'est totalement affreux, quoi, comme truc. Ouais, c'est vraiment un truc de prise de pouvoir sur les corps, et particulièrement sur les corps des femmes. Tu parlais des otages palestiniens en Israël, qui sont très nombreux, hein, en détention administrative, dont des enfants. Il faut aussi, quand même, pour être parfaitement honnête sur les éléments qu'on a, dire que dans le peu d'éléments qu'on a par le manque d'enquête internationale, on a quand même sur les otages israéliens retenus en Palestine des éléments probants qui montrent qu'il y aurait eu aussi des violences sexuelles à cet endroit-là. Et encore une fois, pour conclure sur cette partie-là, moi je sais pas dans quel monde vit Erga et à quel moment elle a vu que ça nous intéressait pas les viols et les bébés brûlés et je ne sais quoi. En fait, bien sûr que ça nous intéresse, bien sûr qu'on aimerait qu'il y ait des enquêtes pour savoir exactement ce qui se passe. Bien sûr par contre que la situation actuelle en Palestine, c'est qu'il y a une armée coloniale, il y a une situation d'apartheid avec des massacres réguliers depuis des décennies, situation qui s'est aggravée depuis le 7 octobre. Là, actuellement, on est à des dizaines de milliers de morts. Des chiffres qui sont effrayants. On est sur un conflit où il y a le plus de journalistes tués, le plus de soignants tués de ces dernières décennies. On est sur un niveau de violence qui est hallucinant. On demande aux gens de se déplacer dans des zones qui sont censées être safe et après on bombarde des camps de réfugiés. On les prive de nourriture, on les prive d'eau. On a des vidéos avec des hommes qui tiennent à bout de bras leurs enfants démembrés. À un moment, il faut aussi comprendre pourquoi on peut déplorer les crimes de guerre qui ont été commis le 7 octobre et pour autant soutenir à mort le peuple palestinien parce que c'est la seule attitude à avoir, on va dire, d'une manière juste et humaniste actuellement. Et tu parles de ça, j'ai vu une interview d'une infirmière en fait française qui est allée en Palestine pour aider, voilà. C'est la folie. En gros, elle dit que les hôpitaux sont détruits, mais que quand les Israéliens détruisent les hôpitaux, alors qu'ils disent oui, c'est parce qu'il y a des gens du Hamas cachés dedans ou je sais pas trop quoi, en fait, ils vont dans l'hôpital et ils mettent des coups de crosse genre sur toutes les machines pour que les machines ne puissent plus être utilisées dans les autres hôpitaux. C'est qu'en fait, t'as plus rien. En fait, t'as plus rien pour soigner. Et elle dit qu'il y a une espèce de gouvernement par la peur pour justement qu'il n'y ait pas trop de volontaires. Parce qu'aujourd'hui, le système de santé à Gaza est toujours debout grâce principalement à des étudiants et à des volontaires. Parce que les médecins, comme vous le savez, sont victimes de kidnapping, de torture, sont des cibles. C'est-à-dire qu'elle, quand elle y est allée et qu'elle est revenue de l'hôpital pour repartir en France, ils sont fait arrêter par des soldats qui ont expliqué qu'ils allaient les exécuter. Alors c'était faux en fait, tu vois, mais c'était justement pour leur mettre un coup de pression pour pas qu'ils reviennent une deuxième fois faire un mois de volontariat ou un truc comme ça. Et elle disait, on soigne dans les hôpitaux mais il n'y a pas de médecin. Parce que tout médecin est une cible en fait. Tout médecin va être pris, soit tué, soit prisonnier ou un truc du genre. Donc les directeurs d'hôpitaux et les médecins ne sont pas là. Donc en fait les personnes qui soignent c'est des infirmiers comme ça qui viennent être volontaires, qui n'ont pas de matos et qui peuvent pas faire grand chose quoi. Tranquille mec. Non mais là il fait tout pour gâcher la vidéo. J'arrête de le nourrir tant que le Tipeee n'est pas à 2000 € par mois, hein, je vous le dis. Hein. Donc il va maigrir et vous en serez les seuls responsables. Berlioz en otage. Bon, en tout cas, c'était encore un très bon argument d'Erga, et elle en a d'autres. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Erga? Je suis féministe, donc bien sûr que je défends l'immigration massive en France et dans toute l'Europe. Et les étrangers ultra-majoritaires dans les agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France, alors? C'est hyper faux. Moi, j'ai d'autres chiffres, hein, je suis désolée, mais facho! Facho! Ça, c'est un des arguments que je préfère, le truc de la gauche soutient l'immigration massive. Personne soutient l'immigration massive. Moi, j'en ai rien à branler de l'immigration. Je suis ni pour ni contre l'immigration. C'est un phénomène. Par contre, je suis pas omnubilé par l'immigration ou dès qu'il y a un gars qui vient d'un autre pays, je suis en sueur et je me dis, ouais, c'est vraiment ça le problème dans le pays, quoi. Sauf si c'est un Danois. Sauf si c'est un Danois, ouais. Le truc, c'est que comme la droite, elle est omnubilée par l'immigration parce qu'ils ont un logiciel malthusien, ils se disent, voilà, il y en a pas assez pour tout le monde, donc en fait, toute personne qui rentre sur le territoire va nous appauvrir. Alors ça, c'est pour les moins droitiers, on va dire, parce que les autres, c'est va diluer nos gènes, notre nez va grandir, on va devenir noir ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, je m'en fiche déjà, parce qu'en plus, on l'a déjà prouvé avec Stéphane Le Foualier, on avait parlé de ça, montrer qu'aujourd'hui, l'immigration, soit ça coûte pas grand-chose, soit ça rapporte pas grand-chose. Aujourd'hui, ça rapporte plutôt pas grand-chose, mais voilà. Puis alors, sur le côté racial, c'est totalement débile, parce qu'au final, des mélanges génétiques, ethniques, il y en a toujours eu, on s'en fiche un peu, vraiment c'est le dernier de mes problèmes, quoi. Je préfère que les gens soient bien éduqués plutôt que d'aller mesurer leur taux de mélanine ou de je sais pas quel gène. Ouais, c'est plutôt mieux. Puis moi, alors pareil, hein, je soutiens pas l'immigration massive en soi, c'est comme souvent ils disent oui, vous importez des gens, mais personne n'importe des gens. Hein. En fait, les gens veulent partir, souvent c'est parce qu'ils ont des conditions de vie qui sont pas bonnes en fait. Personne, par plaisir, ne passe par la Libye avec ce qu'on sait des niveaux de violence qu'il y a dans cet endroit
qui se sont beaucoup aggravées depuis qu'on a dit ils foutent la merde, hein, rappelons quand même. Personne ne monte sur un bateau surchargé où personne ne sait nager, où on sait que l'Europe n'a pas envie de venir te secourir si jamais tu te noies. Personne ne fait ça par plaisir en fait. Et puis même la notion d'immigration massive est fausse parce que la France est pas un pays qui prend énormément d'immigration. Ça c'est vraiment leur ressenti. Pour eux, il y a énormément d'immigration actuellement, on est submergé alors qu'en réalité, encore une fois, il y a pas de fait derrière tout ça, c'est pas vrai. Moi j'ai été frappé par la déclaration d'Éric Ciotti qui évoquait le modèle social le plus généreux d'Europe, pour la France, qui faisait de la France la destination privilégiée parmi les migrants. C'est totalement inexact. Il n'y a absolument rien, aucune donnée qui confirme ça. Quand on regarde la façon, le nombre de demandeurs de refuge syriens, afghans et même ukrainiens, etc., qui ont réussi à déposer une demande en Europe, c'est à peu près 4% de ceux qui ont réussi à déposer une demande, alors que nous sommes 15% de la population de l'Europe, que nous concentrons 18% de son PIB. Nous sommes très en deçà de la part qu'on aurait pu prendre. Et les capacités d'accueil de la France, elles sont quand même essentiellement au prorata de notre population et de notre richesse. Et si définir des plafonds. Et si on appliquait ce système, eh bien, il faudrait accueillir 4 fois plus. 31% des Français sont liés à l'immigration sur 3 générations, mais que seuls 5% ont leurs 4 grands-parents immigrés. Et ça veut dire qu'il y a des brassages, des unions mixtes considérables au fil des générations. Et ça veut dire que les populations ne se séparent pas, qu'elles se rapprochent. C'est un phénomène fondamental. Et donc, quand tu dis il n'y a plus d'intégration, il n'y a pas d'intégration, c'est complètement faux. Il y a une vision, il y a une tendance structurelle très forte au rapprochement des populations. Mais personne ne reprend ces données. Alors, je n'ai jamais entendu un discours, présidentiel ou ministériel qui insistait sur ces données. C'est toujours la même chose. L'étranger est quelqu'un dont il faut se protéger. Moi, je trouve que cette histoire de soutenir l'immigration massive, en fait, c'est un peu comme si tu disais que quelqu'un soutient, et pour l'avortement, on est pour le droit à l'avortement. Je suis pas pour qu'il y ait un maximum d'avortements. C'est pareil pour l'immigration, je suis pour que les gens aient le droit de faire ce qu'ils veulent, que s'ils considèrent que dans leur pays ça marche pas ou qu'ils doivent quitter leur pays, qu'ils puissent le faire. Après, je vais pas les forcer couteau sous la gorge à venir, tu vois. Ouais, et puis en termes de respect des droits humains, ce qu'on sait, c'est que par exemple les femmes migrantes subissent énormément de violences sexuelles au moment de la traversée et après leur arrivée. En description, vous aurez un article d'un chercheur en médecine générale qui s'appelle Jérémy Kouhani. L'article il montre qu'il y a 75% des femmes migrantes qui ont subi des violences sexuelles avant leur arrivée, que celles qui ont subi des violences sexuelles avant leur arrivée sont celles qui sont le plus à risque d'en subir en France, et que plus les conditions d'accueil sont mauvaises, plus elles risquent de subir de la violence sexuelle en France. Une attitude humaniste de base de personnes qui s'intéressent aux violences sexuelles, comme a l'air de le dire Erga, serait donc de essayer de favoriser au maximum de bonnes conditions d'accueil pour ces femmes, pour ces enfants, et puis pour ces hommes aussi. Ouais, mais moi, il y a un gars vraiment qui m'a convaincu, parce que pour une fois, il y a des chiffres, c'est Marc Vanguard. Ah oui, Marc Vanguard, un génie. Déjà, il fait de très jolis graphiques avec de belles couleurs, on va vous en mettre un là. Marc Vanguard, quand on essaye de lui expliquer qu'il n'y a pas plus d'immigration en France que dans les autres pays de l'OCDE, il a une réponse à donner. Il vous sort ce magnifique graphique où il vous explique, alors certes, on accueille le même nombre de migrants que les autres pays de l'OCDE, mais en France, il y a beaucoup de gens qui ont des gènes d'origine extra-européenne, et ça c'est très grave. Et vraiment, moi j'ai envie de leur dire, parce que c'est le même camp qui nous parle de remigration toute la journée. Alors moi je vois pas pourquoi on utilise le mot de remigration alors qu'il y a un mot qui existe pour parler du fait qu'on sélectionne une population sur des critères ethniques et qu'on la déplace de force à un autre endroit, ça s'appelle la déportation. Ou le nettoyage ethnique. Voilà, c'est ça, c'est le mot, hein, donc je vois pas pourquoi vous inventez des nouveaux mots alors qu'il y en a qui existent. Peut-être parce que la connotation est pas dingue, mais peut-être parce que du coup votre idée n'est pas géniale. C'est possible. Donc du coup, comme apparemment le problème c'est pas qu'il y ait des gens sous OQTF, c'est même qu'en fait il y ait des gens qui vivent en France, qui sont nés en France, mais qui aient des ascendants extra-européens. Comment on fait les gars? Et il va falloir nous expliquer votre projet. On mesure les crânes, on fait des arbres généalogiques, on décide d'un certain taux de pureté européenne pour garder les gens et ne pas les rémigrer. On fait des tests de taux de mélanine dans la peau. Est-ce qu'on mesure les nez? En tout cas, vous pouvez peut-être prendre 2-3 infos du côté des mecs qui vivaient de l'autre côté du Rhin dans les années 40. Ils ont fait ça. Ça s'est pas hyper bien terminé, mais je pense que ça peut vous être utile. On change de wagon, hein. On va remonter le train jusqu'à la locomotive. Deuxième wagon, vous avez un médecin d'une institution qui s'appelle l'Office principal de la race et de la colonisation. C'est un médecin qui est raciologue et qui prend un appareil de mesure pour mesurer votre crâne, voir si vos yeux sont bleus, la longueur de vos lobes d'oreilles, votre nez, etc., etc. Est-ce que tu ressembles ou pas à l'une des races nordiques?
Une fois que tout ça est fait, ce médecin-là vous a à peine parlé, il transmet son diagnostic au wagon suivant. Et dans le wagon suivant, vous avez un deuxième médecin qui, cette fois-ci, va vous faire asseoir et qui commence à vous dire « Alors, montrez-moi cet arbre généalogique, comment ça va ?» Ce médecin fait une expertise raciale au sens où il cherche dans les ancêtres s'il n'y a pas un ancêtre juif, et en même temps, il fait ce qu'on pourrait appeler de l'anamnèse raciale, hein, c'est-à-dire essayer de remonter dans le passé sanitaire de la famille pour essayer de repérer s'il n'y a pas des gens mal formés, des malades mentaux, des dépressifs, des alcooliques, comment tout le monde est mort. À partir de là, si vous voulez, le bilan racial a été fait. Mais il y a un truc qui ressort tout le temps, même Jordan Bardella en parle, je crois, même Ciotti et tout, c'est le fait que dans les transports en commun en Ile-de-France, majoritairement, soit des étrangers en fait, qui soient auteurs des agressions sexuelles. Ouais, alors, comme on disait tout à l'heure, il y a des types d'agressions sexuelles qui vont être commises par certains types de personnes plus que d'autres. Ça ne représente pas du tout la totalité de la violence sexuelle. Je rappelle que la majorité de la violence sexuelle, elle se fait dans le foyer, elle se fait sur les lieux de travail, elle se fait dans les cercles d'amis, elle se fait dans la famille. Dans l'espace public, il peut y avoir des agressions. Et il se trouve qu'en Ile-de-France, sur les plaintes qui ont été déposées et qui ont été élucidées, on retrouve une surreprésentation d'étrangers sur ce type d'agression très spécifique. Ben voilà, ils ont raison du coup. Le seul problème, c'est que, en réalité, la violence sexuelle dans les transports en commun, elle a existé depuis très longtemps en France. Moi, personnellement, j'ai beaucoup été agressée dans le bus dans ma vie d'étudiante, notamment par deux types qui étaient toujours les mêmes, qui étaient, des... Bronzés ? Non qui étaient de bons blancs calvicieux, quinquagénaires bedonnants, hein, et qui avaient pour grande passion d'aller se masturber à côté des jeunes filles de 18 ans. Bon, voilà. Ça, c'est mon expérience personnelle, mais moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter Éric Zemmour, qui nous parle de comment ça se passait dans les années 70, de comment les chauffeurs de bus, hein, les transports en commun, se comportaient avec les femmes dans les années 70 et pourquoi c'était super. Donc je vais vous citer un extrait du suicide français, je l'ai déjà cité dans une autre vidéo, mais j'adore cet extrait parce qu'il dit beaucoup de choses. Quand le jeune chauffeur de bus glisse une main concupiscente sur un charmant fessier féminin, la jeune femme ne porte pas plainte pour harcèlement sexuel. La confiance règne. Voilà, donc Éric Zemmour, il parle de ça en parlant d'un film qui s'appelle Elle court la banlieue, dans tout un chapitre où il nous explique qu'avant c'était super. Maintenant, il y a des grognasses qui portent plainte quand on les agresse sexuellement, mais à l'époque, on était peinards. On pouvait agresser les gens peinards, les chauffeurs de bus pouvaient tripoter des culs, et tout se passait très bien. Donc bon, vous pouvez venir nous expliquer autant que vous voulez que la violence sexuelle, c'est les étrangers, même votre chef est pas d'accord. Bah non, parce que pour lui, c'est pas de la violence sexuelle, tu vois, c'est la différence. C'est de la drague un peu poussée. La définition juridique d'une agression sexuelle, c'est de toucher des parties du corps qui sont intimes, les fesses c'est intime. Sauf quand c'est des jeunes chauffeurs de bus. Oui, voilà, c'est ça. Alors, sauf quand ils sont blancs, par contre. Oui, là, c'est pas grave. Alors, je précise, hein, en fait, les agressions sexuelles, qu'elles soient commises par des Danois, des Chinois, des Algériens, des Namibiens, ou des États-Uniens, elles sont tout aussi graves en fait, il y a pas de problème là-dessus. Mais en plus, leur truc d'agression sexuelle par les étrangers, t'avais fait un fil par rapport à ça où tu montrais que c'était genre 28 cas. Donc en fait, c'était majoritaire, mais en valeur absolue, c'était de la merde. C'était 28 cas, alors qu'il y a je sais pas combien de centaines de milliers de viols par an. Enfin... Il y a 220 000 viols par an, c'est les chiffres qu'on estime, et Marion Maréchal Le Pen, Alice Cordier avaient beaucoup repris ce chiffre de 77%. Des viols à Paris, c'est comme ça que c'est présenté, sont commis par des étrangers. Je crois que ce qui menace aujourd'hui la liberté des femmes en France, c'est que le fait qu'il y ait une agression sexuelle toutes les 6 minutes dans ce pays, et qu'à Paris, en 2023, 77% des viols qui ont été commis l'ont été par des étrangers. Donc ce qui menace aujourd'hui la liberté des femmes en France, c'est l'immigration de masse et c'est l'islamisation. Alors en réalité, c'est les viols commis dans la rue à Paris, ce qui est une toute petite partie des viols. Alors, ils sont terribles, hein, bien sûr, mais c'est une toute petite partie. Et puis, comme on dit, dans la rue, c'est plus des étrangers, vu qu'ils ont moins de baraques et qu'ils vont moins le faire chez eux. Mais exactement. Donc, c'est les viols, dans la rue, pour lesquels les femmes ont porté plainte, à Paris, et où on a trouvé le gars. Vous voyez, ça fait quand même déjà un certain nombre de goulots d'étranglement qui font qu'on arrive sur un tout petit nombre, et en fait, le nombre d'étrangers qui ont été mis en examen pour ça, c'est 28 personnes. Sur 220 000 viols par an, ça représente 0,01% des viols. Sachant que PPDA, lui tout seul, c'est 150 plaignantes, c'est ça? Exactement. Alors, c'est 50 plaignantes et 150 femmes qui ont témoigné. Bah, il y a un cinquième où c'est les trucs de Marion Maréchal Le Pen où ils font un programme politique par rapport à ça. C'est-à-dire que PPDA, il vaut 5 fois leur programme politique. C'est ça. Alors après, c'est 28 drames, c'est 28 trucs horribles. Enfin voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Ces personnes doivent être arrêtées, les victimes, on doit s'en occuper. Enfin, il y a aucun problème. J'espère qu'elles ont été correctement accueillies par la police. J'espère qu'elles seront correctement prises en charge par la justice. J'espère qu'elles auront accès à des soins. Éric Zemmour est pas très pour les cotisations sociales, donc ça va être compliqué de financer une sécurité sociale suffisante pour leur apporter
apporter des soins à ces jeunes femmes. Mais en tout cas, oui, bien sûr que c'est très grave, mais ça, encore une fois, ça ne permet pas de comprendre la violence sexuelle en règle générale. Pendant le montage, l'extrême droite a bien sûr sorti énormément de conneries sur tout type de sujet et notamment sur les violences sexuelles. On va s'attarder sur l'une d'entre elles qui est une sortie du collectif Némésis, collectif d'extrême droite qui se présente comme des féministes défendant les droits des femmes en Europe et qui sont extrêmement copines, comme Erga avec le parti Reconquête, dont le chef Éric Zemmour regrette l'époque où les chauffeurs de bus pouvaient tripoter des culs. Donc ces adorables jeunes femmes se sont fendues d'une sortie le 11 septembre sur Twitter. Pour la première fois de leur vie, elles sont allées lire des chiffres. Et comme c'était la première fois, elles n'ont pas réussi à le faire correctement, les pauvres. Donc on va leur expliquer comment il faut faire. Elles ont sorti l'enquête Cadre de vie et sécurité, éditée par le ministère de l'Intérieur, celle qui date de 2023. Et elles se fendent de 2 messages. Dans le premier, elles disent que la violence sexuelle dans les transports en commun est commise à 43% par des étrangers, 60% en Île-de-France. Et dans le deuxième, elles disent « En France, il y a eu 110 898 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun en 2023 et 75 235 agresseurs mis en cause. Sur ces 75 235 agresseurs, il y en a donc 32 350 qui n'auraient jamais dû se trouver en France. Tant de victimes auraient pu être évitées, puis elles taguent Gérard Darmanin. » Sauf que si vous êtes féministe et que vous vous occupez de la violence sexuelle, déjà le chiffre de 110 898 doit vous faire tiquer, car c'est en réalité très proche du chiffre total des agressions sexuelles enregistrées en France dans l'enquête Cadre de vie et sécurité. Il serait donc extrêmement surprenant de se dire qu'elles ont lieu à 100% dans les transports en commun. Et donc quand vous ouvrez leurs sources, qu'elles n'ont visiblement pas lues, vous vous rendez compte que elles ont confondu le nombre total des agressions sexuelles commises en dehors des transports en commun en 2023 et le chiffre des violences sexuelles dans les transports en commun. Vous le voyez ici, il est de 3174, c'est-à-dire 35 fois moins que ce qu'elles annoncent. Ça représente 2,8% du total des violences sexuelles. Donc c'est toujours le même procédé, faire le focus sur un tout petit nombre en faisant croire qu'il est 35 fois plus élevé que la réalité, mais en plus n'est même pas foutu de lire sa propre source. C'est à peu près aussi stupide que si je vous déclarais 100% des viols commis dans le bureau du présentateur star de TF1 l'ont été par un homme dont le prénom est Patrick. Il faut donc expulser tous les Patrick de France, évidemment, selon la logique de Némésis, et j'espère que bientôt nous les verrons avec des pancartes « Violeur nommé Patrick dehors ». Et donc nous allons tous pouvoir nous poser cette question ensemble, qui est une question récurrente quand on étudie l'extrême droite et leur discours, qui est « Sont-ils profondément malhonnêtes ou sont-ils totalement stupides ?» Et en fait, je vous le dis, je pense que c'est les deux. Cette petite coupure au montage est l'occasion de vous rappeler que ce que vous regardez est un travail collectif. Pour nous soutenir, vous pouvez donner sur le Tipeee. Ça ne nous rémunère pas Paduring et moi car nous avons un travail à côté. Par contre, ça nous permet de payer le monteur, le miniaturiste qui font un très gros travail sur cette vidéo et du matériel pour vous offrir du contenu de bonne qualité. Vous trouverez le lien en description. Merci à ceux qui donneront. Et sinon, elle a d'autres bons arguments, Erga ? Oh, elle en a des super. Je suis féministe, donc bien sûr que je dénonce le harcèlement de rue de la part de Jean-Jacques et de Paul-Henri. Wesh, mamzelle, tu fais la meuf là ? Wallah. Alors moi je suis féministe et effectivement il peut m'arriver d'avoir des choses à reprocher à des types qui ont des prénoms type Jean-Jacques et Paul-Henri. Alors moi il y a un mec précis dont j'aimerais parler, c'est un mec dont le prénom c'est Pierre-René. Ça te parle Paduring, Pierre-René ? Pierre-René, mais Pierre-René j'en ai parlé, c'est le chef un peu de Livre Noir. Ouais, secrétaire général, ouais. C'est lui qui s'est retrouvé condamné à 1 an, je crois. Oh, un peu moins de 10 mois, parce que la justice est laxiste. Alors Pierre-René, je sais pas s'il dit wesh et wallah, en tout cas il dit des trucs qui sont bien plus graves que wesh et wallah. On va se remettre le petit extrait vidéo où tu le citais, Paduring, parce que c'était vachement bien. Allez, on regarde. Dans leur procès verbal de synthèse, les enquêteurs soulignent que ces vidéos montrent à 2 reprises de la violence physique. Sur une vidéo, il l'a poussé et chuté, et sur l'autre, il lui a asséné une gifle, mais aussi de nombreuses insultes proférées par Monsieur Lavier à l'encontre de sa compagne. T'as vu, t'es pas une belle femme, tu fais pas des trucs de ménagère, moi toutes mes ex m'ont fait mes tâches ménagères, t'es vraiment une grosse débile, ferme ta gueule maintenant c'est bon, ferme ta gueule pauvre merde, pauvre conne que t'es chiante. Je te demande de fermer ta gueule, va chercher ma putain de cravate. Non mais c'est la folie, hein. Je te demande de fermer ta gueule, va chercher ma putain de cravate. Pam pam, connasse de pute, petite chienne, va, tu commences à me casser les couilles, tu fais que de la merde, pauvre conne. Mais c'est... En plus, les messages, là, il y en a en janvier 2022, d'autres en juillet, quoi. Donc du coup, ça... Bah, du coup, on voit que c'est sur du long terme, quoi. En vrai, on n'a pas le contexte, tu sais, hein. Si ça se trouve, un petit peu de mise en contexte et
Parce que tu fais ça avec les Arabes, mais quand c'est des militants d'extrême droite, là tu cherches plus le contexte. Hein. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de contextes dans lesquels ça vaut le coup d'insulter sa compagne et de la gifler en lui demandant d'aller chercher sa cravate. C'est vrai que ça me semble vraiment être la manière dont les Gaulois solides se comportent en traitant leurs compagnes comme des princesses. Moi, j'ai pas vu Taï, j'ai pas vu Alice Cordier, j'ai pas vu Erga parler de ça. Alors c'est bizarre, sûrement un oubli. Je pense parce qu'en plus, ça doit vraiment être quelqu'un qu'elles connaissent pas du tout. Fait pas du tout partie de leur milieu militant, donc je comprends qu'elles en aient pas parlé. Moi, par contre, les milieux militants dans lesquels je suis, quand il y a des mecs qui font des dingueries, j'en parle. Gérard Miller, le type qui se prend 50 plaintes de meufs qui racontent toutes la même chose, d'un gars qui a 30 ans de plus qu'elle, qui, sous prétexte d'hypnose, les agresse sexuellement, voire certains récits peuvent rentrer dans la définition du viol. Moi, j'en parle. Adrien Quatennens, qui est condamné pour violence conjugale et vient sur le plateau de BFM TV faire une interview désastreuse, hein, je pense qu'il faut dire les termes à un moment, en nous expliquant que quand même, bon, certes, c'était pas très bien de lui mettre une baffe, mais elle était quand même un peu chiante, donc bon, voilà. Mais moi, j'en parle. Cette interview qu'il a fait à BFM, c'est un cas d'école de la catastrophe de la compréhension des rapports de domination dans l'intime. Et quand le type vient expliquer que, bon, il avait gardé les clés, mais c'est normal parce que c'est lui qui paye le loyer, et puis il était sympa parce qu'il avait gardé les clés, mais il venait que en la prévenant, mais qu'il voulait quand même pas rendre les clés. En fait, il raconte tout un truc, il dit que oui, quand même, c'était quelqu'un de très fragile, il l'a récupéré, c'est elle qui pleurait. Tout le dispositif où, en fait, le mec se présente comme une victime, alors que quand tu regardes objectivement, c'est un type qui est formé en communication, qui a accès aux médias, qui vient se défendre pendant 1 heure face à une femme qui n'a pas ces possibilités-là. Je sais plus combien est l'indemnité parlementaire, mais j'imagine qu'il doit y avoir une inégalité économique, etc., etc. La ligne de défense du gars qui dit ça arrive dans tous les couples, c'est une banalité, etc. Mais oui, mais en fait, la violence est banalisée dans la société, la violence est banalisée dans le couple. Je rappelle que sur les 200 000 viols chaque année, 43% sont le fait des conjoints ou des ex-conjoints. Être de gauche, porter un projet de gauche et arriver sur un sujet aussi compliqué que celui-là, en tenant ce discours-là, c'est super grave. J'ai rencontré quelqu'un au passé douloureux. Et les premières années ont été des années difficiles où il a fallu être une épaule. Mon épouse a eu une relation très exclusive, très fusionnelle avec notre enfant, et nous avons connu des difficultés de couple. En quelque sorte, depuis qu'il y a cette affaire, il y a un sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir, et des choses que je dois accepter que peut-être je ne devrais pas accepter. Le gars, il avoue, mais tu vois, il dit « Ouais, mais moi j'ai avoué, donc c'est à moitié pardonné. » Mais c'est pas toi qui le dis, normalement, ça, c'est les gens qui te pardonnent, tu vois, c'est pas toi qui arrive. Adrien, tu vas trop vite, Adrien. Laisse-nous décider si tu es pardonné, s'il te plaît. Dans notre camp, on n'est pas le camp qui dit qu'il faut, je sais pas quoi, couper la tête ou couper les couilles ou j'en sais rien. Enfin, c'est pas ça, hein, le sujet. Le sujet, par contre, c'est que la réhabilitation, elle se fait si jamais t'as mis en place des choses pour que ça se reproduise pas. Et là, vu que le mec va sur les plateaux, toi, théorème Bégodeau là-dessus. Tu fais de la merde. Bon, moi, je veux bien te pardonner que tu aies fait de la merde. Mais si tu arrives tout content en disant « Ouais, j'ai fait de la merde et c'est pas de ma faute, etc. » Ben, ça fait chier, en fait. Là, il y a aucune raison de te pardonner. Aucune. Et là, quand le mec se pointe sur les plateaux, dire « Ouais, mais c'était accaparé mon gosse. Et puis, quand même, c'est moi qui payais son loyer. Gna gna gna. » Mais va te faire foutre. Enfin, je suis désolée. Hein. Je suis désolée. C'est pas possible, en fait. Je pense qu'on est, assez d'accord là-dessus. Et je voyais des gens dans le chat qui disaient ouais, faut pas parler de ça en ce moment. Je pense que justement, c'est pour ça que c'est typiquement dans ce genre de moment qu'il faut en parler. Bon, en tout cas, Adrien Quatennens, effectivement, les gestes qu'il a fait sont impardonnables, mais ça n'a rien à voir avec le niveau de gravité de ce qui est reproché à Pierre-René Lavier, où on a des vidéos de lui en train de violenter physiquement sa compagne, en train de l'insulter. Sa compagne a également voulu porter plainte pour viol, hein, je précise, alors il y a eu un non-lieu. Et puis si je me souviens bien de l'histoire, il y avait tout un truc où il l'isolait, c'est pas juste une histoire à un instant T, quoi. C'est sur du long terme où la meuf, pour se reconstruire, après ça peut prendre des années, voire jamais réussir, quoi. C'est ça, moi ce que j'ai envie d'expliquer à Erga, c'est qu'en fait, il y a des mecs qui se sentent un petit peu trop à l'aise pour maltraiter les meufs. Alors ça peut être des gars arabes dans la rue, hein, ça existe, ça peut être des gars arabes dans leur foyer, mais ça peut être des bons blancs qui s'appellent Pierre-René aussi, Erga. Et en fait, Pierre-René, il a pas besoin d'aller agresser dans la rue. Il a sa meuf à agresser à la maison. Et moi, je connais un gars qui est un peu comme Quatennens, mais sauf qu'en plus, lui, il s'en vante un petit peu de cette histoire. C'est un espèce de Texan qui fait environ 1m12, 112 kilos, je crois. Il est parfaitement cubique. Je sais pas si tu vois qui c'est. Alors, je crois que ça me parle. C'est un type qui connaît pas exactement bien ce que c'est qu'une médiane. C'est un mec qui connaît pas exactement bien ce que c'est qu'une médiane. Ouais, je crois que je vois qui c'est. Médian, c'est-à-dire qu'en fait, on va enlever les extrêmes, on va couper les bords, on va garder le milieu, on va faire une moyenne. Lui, par exemple, c'est un type qui a agressé une femme en pleine rue, il me semble. Hein. En plus, c'était une féministe. C'était Alice Cordier. Ah,
mais oui, c'est vrai. Alors, bon, soutien à Alice Cordier quand elle s'est fait frapper en pleine rue par Baptiste Marché, hein, évidemment, soutien à elle. Le mec est champion d'Europe de développé couché, tu vois. Ouais. Donc normalement, tu maîtrises un peu ta force, tu vois, quand t'es à ce niveau-là. Le mec met une tarte à Alice Cordier et après il fait une vidéo où il dit ouais mais quand même elle était chiante et tout, elle se sentait un peu plus puissée. Il a dit qu'elle avait fait sa féministe, apparemment. Je lui ai dit ferme-la ou tu vas en prendre une, et là elle a fait sa féministe quoi, elle s'est collée à moi, elle m'a dit bah vas-y frappe-moi, et comme un gros débile, je lui ai mis une claque, voilà, donc c'était le pire truc à faire. Alors je tiens quand même à tout de suite démentir, je n'ai pas mis une patate, je n'ai pas mis une énorme gifle, ça n'enlève rien à mon geste, hein, j'aurais pas dû faire ça, mais je veux dire, je lui ai mis une petite claque d'humiliation qui est un geste malheureux que je regrette, surtout vu l'ampleur que ça prend. On va mettre fin au visionnage d'Erga. Je sais que vous passez tous un très bon moment actuellement. Tu passes un bon moment, toi? Ouais, c'est un peu l'enfer. Hein. Encore une fois, moi, je n'ai pas pour objectif d'attaquer la personne. Hein. Je parle des discours. Je pense qu'en termes argumentatifs, on n'est pas au top. J'ai beaucoup essayé de regarder son contenu pour voir s'il y avait quelques endroits où on pouvait être d'accord, et je suis tombée là-dessus. Il y a plein de femmes blanches et pauvres. Tout comme il y a plein d'hommes blancs et pauvres aussi. Hein. Je sais que c'est un scoop pour les bobos de France Inter et pour leurs invités apparemment, mais voilà, c'est bien de le rappeler, hein, sans cesse. Jackie, ouais, non, descends de cette grue immédiatement. Parce que tu n'es pas censé exister, voilà. Donc tu descends immédiatement de cette chose. Non, tu n'existes pas, tu es un hologramme de toi-même si tu veux. Eh bien c'est comme ça, voilà, ils l'ont dit. Pourquoi il demande? Il est con. Parce qu'en tant que blanc et prolo, apparemment tu n'existes pas. Non. Parce qu'ils l'ont dit à la radio, voilà. Oui, radio que tu finances avec tes impôts. C'est pas... ne change pas de sujet, Jackie. Hein? Tu descends, voilà. Tu arrêtes. Non, c'est terminé. C'est pas vrai, ça. Alors Erga, écoute-moi. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Ça arrive pas souvent, donc prenons-le. Sur le fait que dans les médias, il y a des franges de la population desquelles on ne parle pas. Particulièrement les prolétaires. Donc là, tu parles de Jackie sur sa grue. Écoute... Moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas l'impression que t'en parles beaucoup non plus, à part pour dire que la gauche n'en parle pas. Alors, France Inter, c'est pas la gauche, Erga, hein. Je t'informe. C'est pas les mecs qu'on virait Guillaume Meurice parce qu'il a fait une blague sur Netanyahu? C'est exactement eux, donc c'est pas tout à fait notre camp. Par contre, Erga, comme tu as l'air d'être très concernée par la condition des travailleurs du bâtiment, eh ben, je te conseille d'aller peut-être sur mon compte Twitter, parce que moi j'en parle beaucoup. Je suis médecin de campagne, une grosse partie de mes patients, c'est des blancs comme tu les aimes, qui travaillent dans des abattoirs, qui sont chauffeurs-livreurs, qui bossent sur les chantiers, qui sont ouvriers du bâtiment, qui ont tout un tas de problèmes de santé liés à leurs conditions de travail, qui vivent dans des logements pas suffisamment chauffés, qui ont des problèmes de précarité énergétique, qui ont besoin d'avoir accès à la retraite. Ce qui est très surprenant, Erga, c'est que ça t'intéresse autant alors que tu soutiens Éric Zemmour qui propose de diminuer les cotisations sociales et donc l'argent dévolu à la sécurité sociale pour, par exemple, prendre en charge la maladie professionnelle de Jackie, que tu vas voter Éric Zemmour qui est pour le recul de l'âge de la retraite. Ça, je pense que Jackie, dans sa grue, ça va pas beaucoup l'intéresser. Donc écoute, si ces sujets-là te bottent, je te conseille d'aller voir sur mon compte Twitter. Et puis nous, on va faire un peu de contenu là-dessus. Hein. On va en parler un petit peu sur la chaîne secondaire. Donc abonnez-vous aussi, il n'y a pas du stream, pas du ring aussi. Comme d'habitude, vous pouvez aussi donner sur le Tipeee pour nous aider. On a financé un beau micro pour Zoé. Voilà, votre argent est bien utilisé. J'ai un son de droite maintenant. Et puis ouais, si elle s'intéresse au prolo blanc, on peut... Moi, je lui trouve un cégétiste bien merguez, bien blanc, bien bâtiment. Et puis on organise un débat sur les prolos blancs avec Erga. Mais je suis pas sûr qu'elle connaisse tellement le monde du travail. Je suis pas sûr qu'elle connaisse tellement les syndicats de travailleurs et tout ça, quoi. Hein. Je pense qu'en 1v1, Erga, sur ces sujets-là, ça va être compliqué. Allez, à plus. À plus tout le monde, salut. Merci.